les hommes de bas peuple qui étaient restés dans Moscou purent chasser d'une maison à l'autre par l'incendie, jetant des cris lamentables, très jaloux de sauver ce qu'ils avaient de plus précieux et se chargeant des baillots qu'ils avaient peine à porter et qui souvent on les voyait abandonner pour se soustraire aux flammes. Les femmes conduites par un sentiment d'humanité bien naturel emportaient un ou deux enfants sur leurs épaules, traînant les autres par les mains pour échapper à la mort qui les menaçait de toutes parts. Curieux, les jupes retroussées se réfugiaient dans les recoins des rues et des places, mais l'activité de feu les forçait bientôt d'abandonner cet asile et de fuir précipitamment de tous côtés sans pouvoir, quelquefois sortir de cette espèce de labyrinthe où plusieurs d'entre elles trouveront une fin malheureuse. J'ai vu des vieillards dont la longue barbe avait été éteinte par les flammes, traîner sur des petits chariots par leurs propres enfants, qui s'empressaient de les enlever de cette véritable tartare. Quant à nos soldats, tourmentés par la faim et la soif, ils prévoyaient tous les dangers pour ravir du fond des caves boutiques, embrasser les comestibles, les vins, les liqueurs ou autres objets plus ou moins utiles. On les voyait courir dans les rues, pêle-mêle, avec les habitants désespérés, emportant tout ce qu'ils avaient un peu arraché au ravage de cet affreux incendie. Enfin, en 8 ou 10 jours, cette immense superficie fut réduite en cendres, à l'exception du palais Kremlin, de quelques grandes maisons et de toutes les églises. Ces édifices sont bâtis en pierre. Cette calamité jeta l'armée dans une grande consternation et nous présage de plus grands malheurs. Nous crûmes tous ne pouvoir plus trouver ni subsistance, ni étoffe, ni les autres objets nécessaires à l'habillement des troupes dont on avait le plus pressant besoin. Quelle idée plus sinistre pouvait se présenter à notre imagination? Cependant, le quartier général vint, après l'incendie de s'établir de nouveau au Kremlin, et la garde se logia dans quelques maisons du quartier franc qui avaient été épargnées. Chacun reprit l'exercice de ses fonctions. On découvrit, à force de recherches, des magasins de farine, de viande, de poissons salés, d'huile, d'eau de vie, des vins et des liqueurs. On fit quelques distributions aux soldats, mais on voulut beaucoup trop épargner ou emmagasiner. Et cet excès de prévoyance, qui n'est quelquefois qu'un prétexte, conduisit à brûler par la suite ou à laisser dans ces magasins des denrées et tout genre dont on aurait pu tirer les plus grands avantages et qui auraient même suffi aux besoins de l'armée pendant plus de 6 mois si l'on fût resté à Moscou. Il en fut ainsi principalement pour les étoffes et les fourrures qu'on aurait dû s'empresser de faire confectionner de manière à fournir et nos troupes dont les vêtements capables de les préserver le plus possible de la rigueur du froid auquel il fallait s'attendre. De leur côté, les soldats qui ne songent jamais à l'avenir, loin de supplier pour leur intérêt à ce défaut de précaution, ne s'occupaient qu'à recueillir les vins, les liqueurs, les matières d'or et d'argent, et méprisaient tout le reste. Cette abondance inattendue qu'ils devaient à leur infatigable recherche altera la discipline de l'armée et la santé des hommes. Intempérant, ce seul motif aurait dû nous faire presser notre départ pour la Pologne.
Moscou devint pour nos troupes une nouvelle Capua. Les chefs de l'armée ennemie entretenaient les nôtres dans des espérances de paix. Les préliminaires devaient être signés d'un jour à l'autre. Cependant, des nuées de Cosaques couvraient nos cantonnements et nous enlevions tous les jours un grand nombre de fourrageurs. Le général Kutuzov rassemblait les débris de son armée et la fortifiait des recrues qui recevaient de toutes parts. Et semblement, et sous divers prétextes de pacification, ces avant-gardes se reprocheront de notre. Enfin, le terme de négociation était arrivé et c'est au moment où l'ambassadeur français devait obtenir une première décision que le corps d'armée du prince Joachim fut enveloppé. Notre général ambassadeur put à peine franchir les obstacles qu'il rencontra pour se rendre à Moscou. Déjà plusieurs portions de nos troupes et quelques pièces de canon avions étaient enlevées. Néanmoins, les divers corps de cet avant-garde, d'abord dispersés, se ralliant, rompant la colonne russe qu'ils cernaient, prenant une position favorable et s'élançant sur la cavalerie nombreuse de l'ennemi, qui repoussant avec force en reprenant une partie des pièces d'artillerie et des soldats faits prisonniers dans les premières attaques. Enfin, l'arrivée du général Loriston et des blessés nous confirma au quartier général la reprise de l'hostilité. Des ordres sont aussitôt donnés pour le départ subit de l'armée. Le général se fait entendre. Tous les corps se disposant à exécuter ce mouvement précipité. On s'est hâte de faire quelques provisions et l'on se met en marche dans la journée du 19 octobre.